On est tous ici ce soir pour un nouveau thème, brûlant, j'ai envie de dire, comment manager ses équipes. Je pense que vous êtes tous concernés ici par ce thème. Donc déjà, bienvenue, on est ravis de vous avoir. Je vous présente rapidement la société Lions. Alors on est trois, moi-même, Julie Guèze, je suis diplômée notaire, donc comme vous dans cette salle, et je suis associée de la société Lions avec notre très cher David. Et nous avons une collaboratrice qui est Camille, que vous avez dû voir, qui est en bas, qui accueille les autres. Voilà. Alors nous allons parler de plusieurs choses. Tout d'abord, on va se présenter rapidement pour qu'on puisse vous expliquer un peu qui on est et comment on travaille. Et ensuite, il y aura la fameuse rencontre avec Béatrice Rousset, qui est notre intervenante. Et ensuite, si vous avez des questions, bien sûr, on sera ravis d'y répondre, enfin surtout Béatrice. Et ensuite, place au dîner, évidemment, on a prévu ce qu'il faut. Voilà. Alors, qui sommes-nous ? Nous sommes une agence spécialisée dans le notariat. Ça, vous le savez peut-être tous. David, je te laisse peut-être décrire quelle est notre activité principale. Oui, tout à fait. Alors, on est là pour vous aider sur vos recrutements, évidemment, en CDI, mais aussi en CDD, et un cabinet de recrutement. On est là aussi pour tout ce qui est mission temporaire, c'est-à-dire que nous avons une offre de prestations. Évidemment, cet été, le CSN a fait parler de lui à ce sujet. Donc nous, aujourd'hui, on est en cours tout simplement d'homologation par le CSN pour que nos intervenants, les personnes qui peuvent travailler au sein de vos études, 1 jour, 2 jours par semaine, pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, soient référencés et homologués par le CSN. Et enfin, nous allons avoir une activité d'intérim. Nous allons lancer en fait l'activité d'intérim en novembre de cette année pour un peu répondre aux besoins aussi de ce que le CSN a d'offres qui soient pleinement carrées, disons, à votre service pour donc du travail temporaire. Voilà. Mais sur toutes ces missions, on a à cœur différentes choses. On a évidemment à cœur de vous offrir toutes les compétences. C'est-à-dire si vous avez besoin de quelqu'un en immobilier des particuliers, je vous en prie, installez-vous avec grand plaisir. Allez-y. N'hésitez pas, devant, voilà, allez-y. Donc je vous disais, on a tous les profils, c'est-à-dire évidemment immobilier des particuliers, mais aussi du droit de la famille et aussi évidemment des formalistes, des comptables. On est là évidemment pour vous aider sur tous les besoins de recrutement, qu'ils soient permanents ou temporaires. Une de nos marques de fabrique, c'est aussi d'offrir du télétravail, c'est-à-dire on a démarré ça sur la prestation. Les intervenants, les personnes compétentes que nous avons issues du notariat sont dans toute la France et donc peuvent être au service d'études parisiennes au moyen du télétravail et vice-versa des études qui sont en région. Mais on a aussi évidemment de l'intérim et des placements sur place. Pourquoi Lions ? Nous, on se veut réactif avec Julie. On essaie au maximum de prendre en compte votre niveau d'urgence pour vous épauler lorsque vous avez besoin de répondre aux clients, de faire avancer des dossiers. Et aussi, on a à cœur la flexibilité. C'est pour ça qu'on a cette offre qui va du CDI jusqu'à l'intérim. La flexibilité parce que vous avez besoin de flexibilité dans vos décisions, c'est-à-dire de savoir si vous prenez quelqu'un pour un CDI ou de manière temporaire parce que vous n'avez peut-être pas encore la visibilité. Voilà, donc flexibilité évidemment de toutes nos offres. Et la nouveauté aussi, Julie, c'est à toi. Alors, grande nouveauté, suspense. Début 2020, nous allons vous proposer, proposer aux collaborateurs des formations. Alors des formations qui visent un objectif, c'est-à-dire former des collaborateurs notariales. J'imagine que vous avez tous été dans la panade parce qu'il vous fallait prendre 1 heure de votre temps, 2 heures de votre temps pour former des petits BTS, des collaborateurs qui étaient en reconversion professionnelle. C'est pas que vous ne voulez pas le faire, c'est quand même génial de former les gens, c'est qu'on n'a juste pas le temps. Voilà, moi j'ai eu l'expérience et malheureusement on a quand même besoin de ce personnel qui vous permet quand même de vous décharger. Et donc nous, ce qu'on propose, c'est de former des assistants notariaux qui soient immédiatement opérationnels pour vous dans les études. Alors, pardon.
Alors, de quelle manière ? Ce serait, donc, il y aurait 3 modules et ce serait 3 semaines en tout de formation pour que la personne puisse être totalement opérationnelle à la fin des 3 semaines. Vive l'ordi. J'ai vraiment du mal. Ok. Oh, voilà. La formation pratique, donc ce sera évidemment sur les logiciels de rédaction. Donc le but, c'est ce soit vraiment une formation pratique. Hein. On n'est pas là pour concurrencer les organismes qui s'occupent déjà des formations théoriques, loin de là. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment de savoir dérouler une trame, de leur expliquer le déroulement d'un dossier de A à Z, oui, qui peut prendre un peu de temps au départ, savoir comment ça se passe, et évidemment sur les logiciels de rédaction, Fiducial, Genapi, les deux plus importants. Les enseignants qui s'occuperont de ça, ce sont évidemment des collaborateurs du notariat expérimentés qui pourront venir enseigner, comme à l'étude, leurs compétences et leur manière de rédiger, et que ces collaborateurs soient au final totalement opérationnels pour vous à la fin de ces 3 semaines. Voilà, donc ça c'est la grande nouveauté 2020. Et là, je passe le... Tout à fait. Moi, David. Voilà, c'est terminé pour la présentation de Lions, vous voyez. On vous embête pas plus longtemps. Et maintenant, on aimerait en fait laisser place à ce qu'on appelle la rencontre. La rencontre de ce soir, vous allez découvrir Béatrice Rousset. Béatrice Rousset, c'est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années lors d'une conférence qu'elle donnait. Et son discours, en fait, c'est une coach pour dirigeants. Elle est auteure d'un livre, elle est conférencière dans le monde entier sur les thèmes du management et de comment est-ce qu'on fait évoluer les organisations. Et pourquoi est-ce qu'avec Julie, on a eu envie de la faire intervenir ? C'est parce que pour nous, vous êtes, vous, notaires, aujourd'hui, soumis à un changement de paradigme assez violent, un triple changement. Il y a l'exigence managériale de la part de vos collaborateurs qui a explosé. Ils attendent de vous que vous soyez irréprochable en tant que manager, que vous soyez irréprochable sur l'organisation du travail. Le deuxième grand changement, c'est le changement de l'État, la manière dont l'État aussi vous considère, c'est-à-dire avec cette hausse de la concurrence. Et enfin, il y a un troisième changement, c'est l'exigence énorme que les clients ont aujourd'hui vis-à-vis de vous, cette exigence de rapidité. Et donc ces triples exigences, ce triple changement dans votre organisation, pour moi, Béatrice a des clés, clés de lecture qui peuvent vous aider. Et j'espère vraiment que ses thèses et son énergie pourra résonner en vous pour comment est-ce que vous pouvez vous positionner, vous, en tant que manager, en tant que chef d'entreprise, pour faire avancer vos équipes, pour faire avancer vos études. Donc j'aimerais que vous accueilliez en applaudissant, s'il vous plaît, Béatrice Rousset, ici. Bonjour à tous. Je suis contente d'être là. Et dis donc, sacrée pression. Hein, irréprochable. Effectivement, j'ai cette ambition un peu folle d'essayer de partager en un peu moins d'1 heure le contenu de 20 ans de pratique professionnelle, de recherche, etc. Et donc, voilà, je vais essayer de vous partager une clé qui, moi, me semble utile. Et non seulement vous partager la clé, et vous donner l'envie de l'utiliser. OK ? Donc, David, moi, pendant 20 ans, j'ai travaillé dans des grandes organisations. Et alors, je vais vous apprendre quelque chose. Il n'y a pas que vous qui êtes bloqué. OK ? Honnêtement, alors je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer que le monde change. Ouais, on est d'accord, on a gagné déjà un. Et puis, je peux vraiment vous assurer que ce soit les entreprises, les institutions, tout le monde est conscient qu'ils doivent être irréprochables. Donc, tout le monde est tout à fait conscient de l'ampleur des changements. Et donc, tout le monde fait énormément de choses. Un peu en vain. Okay, donc c'est cette image, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Alice au Pays des Merveilles, vous savez, la Reine de Cœur, qui dit « il faut courir très vite pour rester sur place ». Et c'est pas ça que vous ressentez des fois ? Parce qu'en fait, moi je rencontre que des gens formidables. Parce que souvent on va m'expliquer qu'il y a des gens feignants, il y a des idiots, hein, il y a des gens cyniques qui s'arrangent toute cette situation. C'est pas vrai. Moi, toutes ces explications, elles ont volé en éclats à force de pratique et de rencontres. Mais quand même, on est tous bloqués. Et pour moi, il y a un mystère. Et le problème, c'est que
ça devient extrêmement grave en fait. Parce qu'à force de courir très vite, très vite, de plus en plus vite, parce qu'il faut être irréprochable, eh ben, on arrive à un état très grave de la vie des humains dans ces organisations et ces institutions, dont vous, dont moi. Il y a une étude très récente qui dit, tenez-vous bien, alors il y a toujours plein de chiffres, mais j'ai envie de dire, peu importe, 67% des Français se disent pas engagés au travail. Ils n'ont pas envie d'y aller en fait. Vous m'entendez ? 67%. Donc imaginez-vous votre, comment on dit, office. C'est un bateau, il y a 6 personnes qui rament pas du tout. Il y a une personne, l'associé notaire, qui rame super fort dans le bon sens. Et puis les autres, ils sont à contre-courant. C'est ça la réalité aujourd'hui. Donc, mon Dieu, les burn-out, les arrêts maladie, voilà, je pense que vous avez tous des familles, des amis, etc. C'est juste la catastrophe. Donc, il faut qu'on ose se le dire. D'ailleurs, plus personne ne prétend le contraire. Il n'y a plus aucun Raoult dans les entreprises, dans les institutions où on dit que tout va bien. Je disais, désolée, je vais vraiment plomber l'ambiance, mais c'est la réalité. Je suis vraiment, là j'ai vu cette histoire de directrice d'école de maternelle qui vient de se suicider. Je ne sais pas si vous avez vu l'information. Donc ça va circuler, elle s'est suicidée lundi. Elle a écrit une longue lettre de 3 pages où elle explique les défaillances de toute l'institution. Alors bien évidemment, c'est extrêmement complexe. Mais voilà, c'est très grave. Donc il faut faire quelque chose. Parce que moi, j'arrive pas à me résigner en fait. Parce qu'à force de côtoyer tous ces humains qui travaillent dans ces institutions, ces organisations, dont vous, cher ami notaire, je disais à David, une de mes meilleures amies est notaire, mais pas à Paris, bassin d'Arcachon. Personne ne veut ça en fait. Personne ne veut ça. Et c'est ce qui se passe. Et en fait, j'adore le titre « Aider à manager ». Moi, je ne peux pas vous dire toutes les formations que j'ai délivrées, moi, à des managers. C'est le Graal, quand même. Comment on fait pour gérer des humains. Mais moi, ce que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui, je pourrais, j'ai fait tellement de formations sur le management, c'est plutôt d'essayer de débusquer ce qui bloque tout le monde. D'accord ? Parce que moi, mon hypothèse que je défends dans l'ouvrage, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui nous bloque tous. On tape tous un plafond, tous, pas que les femmes, vous savez, le plafond de verre. J'adore. Mais le plafond, il est pour tout le monde. Tout le monde se tape comme ça. Et on ne comprend pas les gens, on ne comprend pas soi-même, on ne comprend pas le monde, on ne comprend pas la France, les gilets jaunes, etc. Mystère. Alors, qu'est-ce qui bloque ? Pour essayer de vous faire voir ce qui bloque, un petit détour. Question hyper facile, vous voyez tous, il y a un carré A et un carré B. C'est bon pour tout le monde ? Oui ? Ok. Levez le bras comme ça, ceux qui trouvent que le carré A est plus clair que le carré B. Ouais, c'est bon, n'ayez pas peur, mais c'est tout seul. Donc, le carré A, là, plus clair que le carré B. Levez le bras. OK. Qui voit le carré B plus clair que le carré A ? Levez le bras comme ça, s'il vous plaît. Ouh, vaste majorité. Est-ce qu'il y en a qui trouvent qu'ils sont de la même couleur ? OK. Donc, déjà, vous n'êtes pas d'accord sur un truc assez simple. Bon, il y a quand même une large majorité, il y en a quelques-uns qui... Donc, la bonne réponse, c'est qu'ils sont exactement de la même couleur. Alors là, j'aimerais être à l'intérieur de vous. Parce que je sais qu'il y en a qui disent « Ouais, elle a changé le truc ». Qu'il y en a qui pensent ça. Il y en a qui rigolent. Ceux qui rigolent, en général, c'est que j'ai trouvé le truc. Donc ça, c'est fascinant parce que vous êtes tous bloqués, coincés, dans une représentation d'un truc qui n'existe pas. Okay ? Alors, je suis dure avec vous. C'est un grand chercheur du MIT qui a exprès créé cette illusion pour vous montrer à quel point vous êtes enfermés, coincés dans une manière de vous représenter la réalité. Ce que moi j'appelle le modèle mental. Et mon hypothèse, c'est que ce modèle mental, cette manière que nous avons, nous humains, de nous représenter la réalité, est un des éléments, pour ne pas dire l'élément qui nous bloque tous dans les organisations et les institutions. Modèle mental, c'est très simple, c'est ce que vous venez de faire. On a chacun une façon de se représenter la réalité. J'imagine que vous êtes tous au courant
que votre cerveau est enfermé dans votre crâne. Vous savez ça. Donc vous savez tous qu'en tant qu'humains, nous n'avons pas accès au réel directement. Hein, on crée des représentations. C'est évident, mais on n'en fait rien. Quand je vous montre ça, vous voyez cette feuille, là, tout de suite, hop, il y a des choses qui viennent. Hein, vous voyez des choses à partir de cette feuille. Qu'est-ce que vous voyez? Vous pensez à quoi? C'est quoi qui... Quand vous voyez la feuille, dites-moi, vous voyez quoi? Hein? Canada. Qui est canadien? Ouais. L'automne. Ah, super, l'automne. Ouais. Quoi d'autre? Vous voyez, tout de suite, il y a des choses. C'est magnifique d'être humain, en fait. On n'est jamais indifférent à ce qu'on nous... Tout de suite, ça part. Fascinant. Mais en fait, ce qui est génial, c'est qu'en fait, il y a plein de façons de voir les choses. Et ça dépend de qui vous êtes. Donc, Canada, à chaque fois, souvent, quand j'ai un Canadien, tout de suite, Canada! Yeah. Ouais, puis il y en a qui vont me dire, voilà, j'ai tout. OK? Donc, ça semble évident. On n'en tient pas compte, en fait, dans les organisations. Donc, là, je vous mets la vraie grande définition bien officielle. En fait, un modèle mental, c'est la façon qu'on a, nous, humains, de développer des croyances partagées sur comment un collaborateur fonctionne, comment un associé notaire fonctionne, comment l'État il fonctionne. OK? Et on en a tous besoin. OK? Mais bizarrement, pour le moment, c'est presque, honnêtement, c'est absent du champ managérial. Pour très bonnes raisons, je vais vous expliquer. Mais je pense que c'est vraiment, si vous vous saisissez de ça, je pense sincèrement que vous allez retrouver des espaces pour agir efficacement. Hop. Le modèle mental, c'est génial pour plein de raisons. La principale, c'est par exemple, pourquoi vous ne parlez pas? Pourquoi vous m'écoutez? Est-ce que je vous ai demandé de m'écouter? Et pourquoi vous m'écoutez alors? Pourquoi vous ne parlez pas? Qu'est-ce qui se passe? Nous partageons, c'est fantastique, un modèle mental sur la conférence. Quand la dame elle parle avec son micro, je l'écoute. C'est vachement bien. Hein, moi, ça m'a fait gagner plein de temps. Hein. Tu m'imagines si à chaque fois... Ah non, chut, alors on va faire... alors, quand je... Vous voyez, c'est insupportable, on n'y arriverait jamais. Donc, vital le modèle mental. Ça nous fait permettre de gagner du temps, de l'énergie. On ne peut pas vivre sans modèle mental. Okay, mais aussi, c'est source de nombreuses incompréhensions. Parce que quand on n'en tient pas compte, vous allez assister à regarder, vous croyez regarder la même chose, mais le début de l'histoire, déjà, hop, vous n'êtes pas ensemble. Hein. OK ? Tac. Le seul truc, c'est vous voyez quoi là, vous? Un sourire? Ah non, il y a des oiseaux, monsieur. Hein. C'est des oiseaux, en fait. Mais on ne peut pas s'empêcher de voir un sourire. Vous avez vu? Et ce qui est génial, c'est qu'on ne peut pas s'empêcher de voir un visage, et en plus, on lui donne un sens. Il est sympa. Il sourit. Ça, c'est nos ancêtres. Hein. On garde notre câblage, il est ceux des hommes préhistoriques qui ont survécu. Donc très vite, humain, pas humain, gentil, pas gentil. Moi manger ou moi être mangé? Et aussi, d'accord. Et vous avez vu, c'est irrépressible, extrêmement puissant les modèles mentaux. On ne peut rien y faire, vous ne pouvez pas ne pas le voir. OK? Donc en fait, les modèles mentaux, pardon, c'est lourd, vous aurez les slides. Hein, c'est l'idée, après, si ça vous intéresse, vous approfondirez bien sûr. Mais les modèles mentaux, ils gèrent fondamentalement les individus. Okay, c'est-à-dire que quand vous assistez à une situation, c'est fou ce que je vais vous dire, mais quand, par exemple, il y a un collaborateur qui part à 18h00, d'accord? En fait, vous allez sélectionner certaines données. Certains vont le voir, certains non. Et après, il y a toute votre machine mentale qui s'enclenche, où à partir de cette sélection, vous donnez un sens, vous tirez des suppositions, des conclusions, vous vous dites « Ah, vraiment, on ne peut pas faire confiance au collaborateur », par exemple. Et à partir de là, vous allez prendre une action. Par exemple, lui envoyer un mail en disant « Dis donc, pourquoi tu n'as pas fait cette tâche ?» Et ce qui est fort avec ça, c'est qu'en plus, à partir de là, ça va entacher votre perception. Et c'est comme ça que tout doucement, on se crée des représentations sur notre réalité. Et elles se renforcent de plus en plus. Mais ce qui est incroyable, c'est vous, quand vous regardez les autres, vous n'avez accès qu'à ça et ça. Et tout ce qui se passe à l'intérieur de la personne et de vous-même, ce n'est pas vraiment accessible. Parce qu'on ne le pose pas. Fondamental, source de plein de conflits. Mais pas qu'au niveau individuel. Est-ce qu'il y a des gens qui fument dans la salle? Oh, il y a toujours des fumeurs, arrêtez. Hein. Voilà, merci. C'est pas bien de fumer, vous savez. C'est pas bon pour la santé. Est-ce que ça a toujours été le cas? Moi, je me rappelle, il y a 20 ans, j'ai commencé chez HSBC, en entretien de recrutement, la nana fumait.
Fou, hein? Quand tu y penses maintenant, tu te dis, c'est pas possible. Bon, vous avez mon âge, ça y est. C'est génial, non? Le médecin, il disait c'est bon pour la gorge. Fou, non? J'ai même trop de Père Noël. Hein? C'est génial. Alors le problème dans les années 60, c'est que il y avait la moitié du marché à qui ne pouvait pas vendre de cigarettes. Qui? Femmes. Merci. Les femmes. Pourquoi? Pourquoi les femmes ne fumaient pas? Très peu de femmes qui fumaient. C'est lesquelles les femmes qui fumaient dans les années 60? Les prostituées. Oui, les prostituées. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, ils ont expliqué aux femmes que si vraiment elles voulaient se libérer, le meilleur moyen c'était de fumer. Et il y a eu toute une marche des féministes aux États-Unis, ils ont appelé ça les torches de la liberté. Donc certaines femmes très influentes ont fumé. Et subitement, la cigarette est devenue un acte de liberté. Et aujourd'hui, c'est pas bien de fumer. Vous comprenez la représentation qu'a la société entière, l'humanité entière de la cigarette. Regardez comme elle a évolué. Regardez, pensez à la représentation qu'on a de la fonction de l'État, par exemple. Ok, c'est ça un modèle mental à un niveau de la société. On se raconte des choses au niveau de la société entière sur comment c'est les cigarettes. Mais on fait ça pour tout. Comment c'est l'État, comment c'est les notaires, etc. etc. Ok. Et dernier, il gère le niveau des organisations. Qui a lu ce livre, Sapiens? Ah, génial. Super. Donc c'est un livre fantastique, plus de 6 millions de ventes dans le monde, c'est incroyable. Donc il explique très simplement pourquoi notre espèce, Sapiens, les sages, on a gagné la bataille des espèces. Alors que c'était pas gagné, hein. On nage moins bien que les dauphins, on court moins vite que les gazelles, etc. etc. Ceux qui l'ont lu, est-ce que vous vous rappelez pourquoi on a gagné la guerre des espèces, ceux qui l'ont lu? Vous vous souvenez? Papa? Hein? On s'est organisé. Oui, et comment on est organisé? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on fait que font pas les autres espèces? On se protège, on lutte. Pas mal. On cultive ensemble les choses. Ah, ça marche pas, merci. Le grand... Ah ouais, ça change tout, pardon. Désolée si vous entendiez pas, fallait me dire. En fait, on a gagné la guerre des espèces parce que nous, on s'est collaboré. C'est joli. Alors vous allez me dire, les abeilles aussi, elles collaborent. Oui, mais les abeilles, elles collaborent sur des tâches routinières. Exactement toujours la même chose. Puis vous allez me dire, les chimpanzés, ils collaborent. Oui, mais les chimpanzés, ils peuvent pas être plus de 150. Il faut qu'ils se connaissent. C'est pour ça qu'ils s'épouillent pour pouvoir collaborer. Donc on est la seule espèce qui savent collaborer de manière massive sur des tâches non routinières. Et alors ceux qui l'ont lu, Yuval Noah Harari, il donne l'explication pourquoi on est la seule espèce qui arrive à collaborer de manière massive et non routinière. Ceux qui l'ont lu, ils se rappellent? C'est dur ça. Hein. En fait, ce qui est fascinant, il dit que parce qu'on est capable, nous humains, de partager des mythes, ce que moi j'appelle des modèles mentaux. C'est-à-dire que nous croyons tous dans les notaires. Okay? C'est un mythe en fait, le notaire. En fait, ça n'existe que parce que nous y croyons. Hein? Ça n'existe pas l'état de nature. Vous savez ça que ça n'existe pas l'état de nature. Ouais. L'Oréal, c'est un mythe partagé. AXA, l'argent, c'est un mythe partagé. Donc nous, espèces, nous arrivons, par exemple, la religion, Dieu, hein, des millions, des milliards d'humains vont collaborer parce qu'ils croient en un mythe qu'ils partagent. Moi, je suis polonaise, il y a eu beaucoup d'inflation en Pologne. À un moment, les billets, les zloty, on les brûlait en fait. Ils n'avaient plus aucune valeur. Alors c'est dur pour nous de... Hein. Mais donc, c'est fondamental de comprendre qu'au cœur de toute organisation, comme les notaires, il y a des croyances extrêmement profondes hein, que vous partagez tous. Et ce qui est intéressant, c'est de les qualifier. C'est le travail que je fais avec la plupart des dirigeants qui me font intervenir dans leurs organisations. Okay ? Donc là, on y est, vous avez la clé, ce qu'on appelle les modèles mentaux. Donc rappelez-vous, qui agissent aux 3 niveaux. Rappelez-vous l'illusion de l'échiquier. Maintenant, je reviens sur l'illusion de l'échiquier rapidement. Pourquoi vous vous êtes tous plantés? Vous étiez tous bloqués. Parce que vous aviez 3 modèles mentaux extrêmement actifs. Le premier, c'est les cases qui entourent, en fait, A et B, par contraste. Donc rapidement, vous vous êtes dit, ah, c'est plus clair, c'est plus sombre. Le deuxième, c'est que vous aviez l'illusion qu'il y avait une ombre, parce que nous, humains, on pense souvent que la lumière vient du haut, le soleil. Okay ? Mais le troisième modèle mental, qui est
hyper fort pour nous, c'est, vous vous êtes dit, moi je sais comment ça fonctionne un échiquier. Noir, blanc, noir, blanc. Forcément, voilà la couleur. Donc les 3 modèles mentaux ensemble, normalement vous ne pouvez pas échapper à l'illusion. Okay, mais par contre, vous pouvez trouver un espace pour agir différemment et tirer des conclusions de ça. Collectif, les notaires, sapiens, et les modèles mentaux partagés à l'échelle de l'humanité. Cette clé, elle est décisive, c'est-à-dire quelle que soit la situation inextricable que vous rencontrez, en réel, un collaborateur que vous ne comprenez pas, vous dites mais pourquoi il est parti, il n'a pas fait la tâche que je lui ai demandé, mais c'est pas possible. Essayez de lire la situation avec cette clé-là. Qu'est-ce que vous racontez? Okay, qu'est-ce qui circule dans votre fonction? Mais plus généralement, au niveau de la société entière, pour essayer de lire. Et rappelez-vous l'illusion, s'il vous plaît, de l'échiquier. Rappelez-vous, des fois, vous partez, vous prenez des décisions sur la base de choses qui ne sont pas fondées, en fait, ou qui ne sont que votre propre perspective. Tac. Qui a vu Matrix? C'est l'allégorie ultime des modèles mentaux. Ceux qui ne l'ont pas lu, à l'apéro, vous parlez avec ceux qui l'ont vu. C'est extrême, mais c'est sûr que voilà, si vous voulez vraiment piger les modèles mentaux, c'est une allégorie extrême. Alors pourquoi je vous parle des modèles mentaux? Parce qu'on dit, mais c'est bizarre, etc. Parce que pendant longtemps, qui avait déjà entendu parler des modèles mentaux dans votre formation? Voilà. Ah, quand même, ouais, tu vas aux bonnes conférences, David. Donc moi, j'ai fait une école de commerce, je travaillais 20 ans dans grandes organisations. En fait, c'est vraiment très absent du champ du management. Et donc, c'est tout l'objet de notre pratique. En disant, mais on se dit, mais on est un peu fou. Enfin, on n'a quand même pas trouvé quelque chose en 2019. Eh bien, si. En fait, on ne l'a pas trouvé, c'est que ça existe en philosophie, en psychologie. C'est une notion extrêmement connue. On a fait juste glisser ça dans le champ du management. Pourquoi ? Je ne vais pas vous faire l'offense de vous expliquer évidemment l'évolution incertaine, complexe et accélérée du monde, okay, à tous les niveaux. Pendant très longtemps, le monde était assez stable. Donc, quand on se faisait une photo du monde, un modèle mental de comment fonctionne le monde, c'était valable très longtemps. Super, boum, ok. Donc on n'a absolument pas besoin de s'en préoccuper. Hop, ça marche comme ça une voiture, hop, je fais une usine, pendant 20 ans je fais les mêmes voitures, je forme les gens à faire les voitures, impeccable. Et grâce à ça, l'humanité a fait des progrès colossaux. L'extrême pauvreté, pardon. Le seul truc, c'est que là, faut être vraiment fou, pour pas questionner ces modèles mentaux aujourd'hui. Parce que honnêtement, votre photo du monde, mais elle est obsolète dès demain en fait. Et c'est pour ça que ça devient une clé décisive. Ce que nous dit très bien Einstein, la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et espérer des résultats différents. Ok ? Hop. Pardon. Tant pis, vous avez le deux. Donc, mon propos, c'est de dire aujourd'hui, si vous voulez être sérieux, vous ne pouvez plus vous passer de cette notion. Ça devient vital, vraiment vital. L'accélération. Kodak, cas très connu de faillite incroyable, parce que Kodak, c'est quand même un gars de Kodak qui a créé le digital, le numérique. Kodak, en fait, ils sont coincés dans un modèle mental qui était... Vous vous rappelez le Kodak Moment, quand on était jeune? Ah, c'est un moment Kodak. Il y avait un moment sympa dans la famille, hop, on faisait une photo. Et on disait, ah, c'est un moment Kodak. Eux, ils étaient convaincus chez Kodak que photo égale papier. Et égale moment de vie très précieux pour les humains. Et donc, quand le digital a vraiment explosé, Kodak a massivement investi dans les imprimantes couleurs. Qui imprime aujourd'hui ces photos? Okay. Moi aussi. Donc, l'accélération des changements, si vous n'êtes pas conscient de vos modèles mentaux, ding. Et il y a une grande incertitude. On ne comprend plus rien à rien. On a du mal à se comprendre soi-même, à comprendre les collaborateurs, à comprendre ce que fait l'État. Beaucoup d'incertitudes. Et qu'est-ce qui se passe quand il y a de l'incertitude? Eh bien, les modèles mentaux, ils deviennent agressifs. On plaque du connu sur l'inconnu. Et donc, quand on ne comprend plus rien à rien, on ne comprend plus l'État, on ne comprend plus les collaborateurs, qu'est-ce qu'on fait? Un peu plus de la même chose. On veut à tout prix donner un sens à ça, donc on va s'accrocher à ce qu'on a toujours eu l'impression de faire.
Et c'est catastrophique en fait. Et c'est pour ça que le plus grand danger, c'est pas le fait que le monde change, c'est que nous, on reste coincés dans notre manière de donner du sens à la réalité. Et c'est pour ça qu'on a le sentiment d'être tous bloqués. Parce que je sais que vous bossez comme des chiens, je sais que vous venez à des événements comme celui-là pour progresser, essayer de mieux manager, etc. Donc vous appuyez à fond sur l'accélérateur. Mais en même temps, vous appuyez sur le frein. Le frein, c'est cette manière répétitive de se dire « voilà comment fonctionne un collaborateur, voilà comment je dois fonctionner, voilà comment fonctionne l'État ». Et ça, vous ne le questionnez pas. Et donc, vous appuyez sur le frein et on se retrouve bloqué. Okay ? Mais ce n'est pas facile de faire cet écart et de se regarder fonctionner, de questionner les modèles mentaux. Pourquoi ? Qui connaît ce monsieur ? Ignaz Semmelweis. Ok. Qui se lave les mains après être allé aux toilettes ? Oh, waouh ! Bravo. Ouais, j'en ai vu qu'on peut laver la main. En fait, si vous faites ça, c'est grâce à lui. C'est génial hein, quand même. Tout le monde fait ça grâce à lui, mais personne ne le connaît. Alors c'est une histoire tragique, accrochez-vous. C'est un livre de Céline, hein, magnifique. Ignaz Semmelweis, il était obstétricien. Ok ? Et il était très embêté parce qu'il se rendait compte que les femmes préféraient accoucher avec des sages-femmes plutôt qu'avec des médecins. C'est un peu vexant. Et en fait, ces femmes avaient l'intuition, au-delà du fait qu'elles préféraient être avec des femmes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas vraiment beaucoup d'obstétriciens hommes, mais elles disaient qu'elles se sentaient plus en sécurité avec des sages-femmes qu'avec des médecins. Alors il était intrigué, il a étudié les chiffres et c'était vrai. Mais c'était plus que vrai. Hein. Le taux de mortalité avec les médecins était 10 fois supérieur à celui avec les sages-femmes. Et donc il a essayé d'observer. Et ce qu'il s'est rendu compte, c'est que beaucoup de ces médecins, qui étaient désespérés du taux de mortalité, faisaient beaucoup d'autopsies en fait, des femmes qui étaient mortes. Et souvent, ils étaient très rapidement appelés pour accoucher une femme et ils y allaient sans se laver les mains. Et donc Semmelweis se dit, il y a peut-être un lien. Hein ? Donc il dit à ses collègues, « Hé les gars, regardez, c'est un peu étrange à chaque fois, je pense que ce serait bien qu'on se lave les mains. » Qu'ont fait ses collègues ? Hein ? Ils sont marrés, ouais. Ah oui, ils sont marrés. Ils sont plus que marrés. En fait, ils se sont dit, mais t'es complètement fou. Non seulement ils ne l'ont pas du tout écouté, mais ils se sont dit qu'il perdait vraiment la tête. Et ce monsieur a fini seul dans un asile où il est mort tout seul. Sa femme également l'a laissé tomber. Il y a un obstétricien qui l'a cru, parce que cet obstétricien, en fait, il avait accouché sa nièce qui était morte. Mais quand l'obstétricien a pris conscience de sa responsabilité, il s'est suicidé. Pourquoi je vous raconte tout ça ? Le lien avec les modèles mentaux. En fait, c'est très difficile, mais il faut essayer de se remettre dans le contexte, d'accord ? Début du XXe siècle, etc., etc. À l'époque, en fait, Semmelweis, comme il n'avait pas la clé des modèles mentaux, il s'est attaqué à des modèles mentaux très forts. À l'époque, les médecins, la manière qu'ils avaient de se représenter les maladies, d'accord ? Donc le modèle mental sur la maladie, c'était la maladie, c'est forcément interne. C'est un équilibre entre le sang, etc. Et ça n'avait aucun lien avec l'externe. Donc, quel est le rapport entre se laver les mains ? Aucun. Et donc, c'était impossible pour les médecins de comprendre ce qu'ils racontaient, en fait. Mais surtout, si ces médecins étaient obstétriciens, c'est comme les notaires. Ils le faisaient pour de magnifiques raisons, pour donner la vie. Et là, ce monsieur leur disait, vous êtes en train de tuer les femmes. Mais non ! Énorme rejet. D'accord ? Peu de temps après, il y a un monsieur qui s'appelle Pasteur, qui a trouvé les germes. Et donc, voilà. Mais le drame de Semmelweis, c'est qu'en fait, quand on ne tient pas compte des modèles mentaux et qu'on y va frontalement, en fait, il y a toute une résistance identitaire qui se met en place. Donc pareil, quand l'État change ces modèles mentaux, vous avez bien vu la réaction que vous avez dû vivre dans votre chair. Waouh, qu'est-ce qui se passe ? Et voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire, ok, mais de quoi il s'agit ? Quel est le modèle mental ? Donc une fois que je vous ai dit tout ça en disant que c'était vital, etc., mais très difficile, c'est néanmoins possible. Hein. Ok ? Ça, c'est un moyen très simple. C'est un moyen très très simple de mettre en œuvre. Dès que vous rentrez demain au bureau, quelle que soit la situation, vous pouvez la regarder d'un angle extérieur
ou d'un angle intérieur, à un niveau individuel ou à un niveau collectif. En général, on est très très à l'aise là-dessus. C'est-à-dire que quand vous avez une difficulté, dire « Ah, il est nul mon collaborateur, il n'a pas la compétence, on n'a pas le bon processus, la bonne formation, il faut revoir notre stratégie, etc. » Donc continuez à faire ça, il n'y a pas de problème. Mais souvent, on questionne peu la vision intérieure. Qu'est-ce qui se raconte? C'est quoi ses émotions? C'est quoi ses valeurs? C'est quoi notre culture? Et c'est ça les modèles mentaux. OK? Donc ça, c'est une clé parmi d'autres. Tic. Pardon, voilà. On va le refaire. Alors comment on gère ces modèles mentaux? Okay, c'est ce que moi j'appelle l'approche méta. Les modèles mentaux, c'est la matière à travailler. Ce que vous devez faire, c'est les exposer, les tester, les ajuster. Quand je dis exposer, c'est surtout pas expliquer. C'est juste les voir. D'accord? Quand je suis dans une situation, par exemple avec un collaborateur, où j'ai du mal à donner du sens à ce qu'il fait, essayez de vous dire, mais tiens, comment lui il se représente son succès? Comment lui il se représente son épanouissement professionnel? Qu'est-ce que lui il se raconte? Ne cherchez pas à expliquer ce qu'il fait. Quand vous expliquez ce qu'un collaborateur fait, c'est vos modèles mentaux à l'œuvre. Essayez d'exposer, de regarder comment lui il se représente les choses. Quand je dis tester, c'est pas de se dire c'est bien ou c'est pas bien, ou c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que c'est utile de se représenter les choses ainsi? Par exemple, la loyauté. Si moi j'estime que la loyauté est liée au fait de travailler énormément, pourquoi pas? Mais par moment, je peux me dire, est-ce que c'est utile de penser ça dans cette situation, avec des jeunes générations, etc. Ah, peut-être que c'est pas utile. Peut-être que ça vous piège, vous, en fait. Donc peut-être que vous pouvez trouver un espace dans cette situation pour fonctionner différemment. Mais vous avez le droit de continuer à estimer que la loyauté est liée à l'ancienneté. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, attention, parce que par moments, ça peut être inutile, inefficace pour vous de penser ainsi. Trouvez l'espace pour fonctionner autrement. Et ajuster, c'est pouvoir en changer si besoin. Mais je vais vous aider pour ça. On ne va pas le faire ensemble, mais vraiment, je vous invite, surtout si certains sont dans la même étude, essayez de faire l'exercice sur, par exemple, la fonction de collaborateur, mais vous pouvez le faire sur l'État, ce que vous voulez en fait. Essayez, quelle que soit la situation que vous rencontrez, systématiquement de vous poser et dire attends, qu'est-ce qui se joue en fait là? Toi, t'as vu quoi? Qu'est-ce que j'ai vu? Et en fait, qu'est-ce que chacun d'entre vous, vous avez vos propres modèles mentaux individuels qui sont la résultante de votre histoire, de vos valeurs, ok? Donc, mais essayez de faire votre diagnostic et dire voilà ce que moi je me raconte. Et puis, globalement, la fonction de collaborateur, elle a un sens chez les notaires. Donc il y a des choses qui circulent sur la fonction de collaborateur. De quoi il s'agit? De quoi il s'agit? Et dans quelle situation? Et chez vous, dans votre étude à vous, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier ou pas? Et puis surtout, rappelez-vous de la dimension sociétale. Vous n'êtes pas seul dans votre étude. Ces mêmes collaborateurs, ils ont une vie, une femme, un mari, voilà, ils sont ouverts au monde. Donc bien évidemment qu'il y a des choses qui se jouent autour de c'est quoi le travail, le sens du travail, c'est quoi la loyauté, etc., etc. Donc essayez de décrypter à tous ces niveaux-là. Mais comment les ajuster? Parce qu'une fois qu'on s'est dit tout ça, super, mais comment moi je fais pour que mon étude elle s'ajuste au monde et que je ne reste pas coincée dans mon idée du monde pendant que le monde il avance à toute vitesse? Parce que ça, vous savez sûr, ça c'est direct la mort, hein, Kodak, ok? Mais on peut les ajuster. Là, je vous ai mis deux idées très puissantes qu'on a eues pendant très longtemps. Jamais un inconnu ne dormira chez moi. Bravo. Et je prendrai jamais un taxi qui n'est pas officiel. Moi, quand j'étais jeune, j'habitais en banlieue parisienne et mon père me disait « Tu prends jamais de taxi s'il n'y a pas le logo taxi !» C'est marrant parce qu'en même temps, cette idée de dire que tous les taxis sont sûrs, c'était aussi étonnant comme modèle mental. Boum, Airbnb, Uber. Donc là, on ne parle pas de petites choses. Hein. Parce que je sais, on parle de loyauté, de sens du travail. Vous voyez l'intimité. Enfin, aujourd'hui, c'est cool d'avoir un étranger qui dort chez toi quand même. Qui utilise Airbnb? C'est quand même très répandu. Voilà. Bah, moi, c'est impossible pour moi, mais je suis OK, je suis une vieille, c'est pas grave. Mais c'est devenu cool. Pareil, le taxi, c'est hallucinant, n'importe quelle voiture. Enfin, quand ils pensent, moi vraiment, c'est impossible. Alors, comment ils font ces entrepreneurs? Les entrepreneurs, c'est vraiment les rois du monde pour changer des modèles mentaux.
D'accord ? Donc moi, je m'en fous des entrepreneurs. J'ai pas du tout de fascination pour les entrepreneurs, aucune. Par contre, ce qui me fascine, c'est qu'ils sont en capacité de faire ça. Parce que si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant, moi, ma conviction, c'est que dans les entreprises et les institutions, ce qui est déterminant, c'est les modèles mentaux. Vous devez être en capacité de les voir, mais surtout, vous devez être en capacité de les ajuster. Okay ? Et là, ils nous inspirent beaucoup. Alors, comment ils font ? Il y a de grandes recherches qui ont été faites sur les entrepreneurs, donc notamment Sarah Sarasvati aux États-Unis, et en France, Philippe Zilberson, à qui j'ai écrit ce livre. Et c'est souvent pas du tout ce qu'on imagine des entrepreneurs. Premier grand modèle mental, une manière qu'ils ont de se représenter les choses, c'est qu'en général, ils démarrent avec ce qu'ils ont. Ok ? Facebook, vous connaissez tous Facebook. Vous avez peut-être vu le film qui reprend le descriptif. Le début de Facebook, qu'est-ce qu'il a fait, Mark Zuckerberg ? Il s'est dit, je vais créer un réseau social planétaire. Non. Qu'est-ce qu'il a fait ? Vous vous rappelez de l'histoire ? Ouais, il voulait se faire une meuf. C'est ça le truc, il se fait quitter par sa copine, il est énervé. Et donc il fait je vais faire un site, on va comparer les filles sur le campus. Jamais il a voulu faire un réseau social. Il est parti avec ce qu'il avait. On en a plein des exemples comme ça. Ça l'empêche pas de faire un truc colossal. Souvent on se dit si je démarre avec ce que j'ai, ça va être petit. Non. Enfin en tous les cas, de manière très démontrée. Deuxième grand principe, agir en raisonnant en perte acceptable. Souvent les entrepreneurs, au lieu de se dire on va gagner des millions, ils se disent au pire je perds quoi ? Au pire je perds quoi ? Typiquement, c'est des gens qui perdent leur job et qui disent je vais m'investir dans ça et ça, j'ai pas grand-chose à perdre. Troisième grand principe, obtenir des engagements des parties prenantes. Vous connaissez Michel et Augustin ? Mousse au chocolat délicieuse mais hors de prix quand même. En fait au début ils faisaient ça chez eux et puis à un moment ça marchait vraiment bien. Mais le problème, c'est que leur four, ils étaient trop petits pour faire les cookies. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Normalement, ils auraient dû aller voir la banque, faire un plan d'investissement. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils sont allés voir leur boulanger en bas en disant « vous êtes fermé un jour par semaine, parce que c'est la loi en France. Vous voulez pas nous prêter votre four quand vous êtes fermé ?» Et le mec dit « Ah ouais, cool, marrant, ouais, d'accord. » Boum ! Extraordinaire. Ils ont engagé le boulanger dans leur aventure. Mais c'était, au pire, ça marchait pas, c'était pas grave. Alors que s'ils avaient payé 200 000 € leur grand four, etc., etc. Quatrième grand principe, très puissant, les entrepreneurs, ils tirent parti des surprises. D'accord ? Nous, en général, on fait tout pour s'en... Quand je dis en général, dans le management traditionnel, en organisation, on fait tout pour qu'il n'y ait pas de surprise. On déteste ça, que le plan ne se passe pas comme prévu. Les entrepreneurs, en général, ils tirent parti des surprises. Okay ? Un exemple, il y avait un jardinier, vous savez, ils avaient construit une énorme université aux États-Unis. Vous voyez comment c'est aux États-Unis, c'est énorme, il y a plein de blocs, etc., etc. Et en fait, pas de chance, il avait fait un magnifique plan de jardin, etc. Et l'université a ouvert trop tôt. Et donc, il avait planté la pelouse. Et donc, les jeunes ont commencé à marcher sur la pelouse. Et donc, vous savez que ça a saccagé absolument la pelouse. Et donc, le jardinier arrive pour faire ses petits chemins. Et là, il voit tout est détruit, en fait. Mais là, qu'est-ce qu'il fait ? Au lieu de pleurer, dire mince, etc., il a fait les chemins entre les blocs en suivant les pieds des étudiants. Donc il a jeté à la poubelle son plan, il a suivi ce qu'avaient fait les étudiants, et évidemment, c'était un plan extraordinaire puisque c'est les étudiants eux-mêmes qui l'avaient défini. Il a tiré parti de la surprise. Mais pour ça, grand courage, c'est de laisser tomber son plan sur lequel il avait bossé 6 mois. Ok ? Dernier grand principe, jouer le contexte. Zara, années 60, 70, je ne sais pas si vous vous rappelez, le niveau de l'industrie du textile en Europe dans les années 60-70. Zara, s'il suit les études de marché, jamais il se lance. D'accord ? Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait ? Il change complètement le business model en faisant des collections très très courtes. Et il lance du textile dans les années 70. Et maintenant, vous connaissez tous le succès de Zara. Donc c'est très contre-intuitif. On a des dizaines et des dizaines d'exemples pour illustrer ces propos. Là, je vous ai mis comment ça peut se traduire en réalité pour vous, en fait. Ce que j'essaie là, je vous montre des modèles mentaux alternatifs, c'est-à-dire des manières de fonctionner qui s'avèrent être extrêmement puissants dans le monde comme nous le vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un monde qui bouge à toute vitesse. Et donc, très, très concrètement, prenez simplement ces 5 modèles mentaux et amusez-vous à les jouer, en fait, dans toutes les situations que vous rencontrez.
Et comme quand je vous disais tirer parti des surprises, si par exemple un jour un collaborateur ne finit pas ce qu'il a à accomplir et vous êtes hyper surpris en disant mais comment il peut partir sans avoir fait la tâche, enfin, je veux dire, jamais moi j'aurais fait ça. Vous voyez, vous avez deux choix. Ou vous le jugez et vous ne faites pas cet exercice démodèlement. Tout eh ben, on peut vraiment plus compter sur les jeunes. À mon époque, c'était pas comme ça. C'est pas très utile. Ok ? Ou vous essayez de dire tiens, je suis vraiment surpris, mais waouh, qu'est-ce qui m'apprend en fait ? Qu'est-ce qui m'apprend ? Et essayez de trouver l'espace pour juste essayer de vous questionner lui, l'autre, pour trouver des espaces pour agir différemment. Et pas vous bloquer dès le début. Le seul truc, je crie fort. Le seul truc, c'est que c'est là je peux retrouver les 5 principes que je viens de vous poser, d'accord ? Ces modèles mentaux alternatifs. Le fait est qu'ils sont très 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 éloignés de ce qu'on a l'habitude de faire. En général, nous, quand je dis nous, c'est avec nos formations, on définit une cible. Lorsqu'on a défini une cible, on fait un plan, on affecte des rôles, on contrôle que tout le monde respecte bien son rôle, et s'il y a un problème, on résout les problèmes. C'est génial! D'accord? Moi, quand je prends un avion, je suis ravie qu'Airbus il fonctionne comme ça. D'accord? Donc je ne suis pas du tout en train de vous dire « Ah, qu'est-ce que c'est con ?» Tout au contraire. Extrêmement utile pendant des décennies. Dixième micro. Extrêmement utile. Mais c'est très très utile dans un monde certain. Dans un monde stable. Évidemment, quand vous définissez une cible, je vous souhaite que le monde soit assez stable et certain. Sinon, votre cible, elle est obsolète tout de suite, quelques jours après. C'est évident quand je le dis. Mais on n'en tient pas vraiment compte. Hein. OK ? Donc ça, c'est génial dans un monde assez stable. Donc c'est pour ça que ça a été si efficace, notre fonctionnement taylorien, où on a tous fonctionné comme ça. Ça, c'est très puissant dans un monde incertain. C'est très puissant dans un monde qui bouge à toute vitesse, on ne sait pas de quelle manière. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez bien ce que je vous ai dit, démarrer avec ce qu'on a, agir en perte acceptable, obtenir des engagements, tirer parti des surprises, créer le contexte, ce qui sous-tend ça, la pensée qui sous-tend ça, la manière de se représenter les choses, c'est se lier au réel. Être en lien avec ce qui est la réalité de mon collaborateur, pas ce que je me raconte. La réalité de mon marché, de mes clients, de l'État, ce qui est aujourd'hui, et non pas ce qu'on aimerait qu'il soit, l'idéal. Alors ça nous a façonné pendant très longtemps. Néanmoins, j'ai fait une spéciale dédicace à Lions. Il y a des lions, vous le savez tous, dans les zoos, encore aujourd'hui, et des lions dans la savane. Eh bien, je vous dis, et je vous assure que c'est vrai ce que je vous dis, les lions dans les zoos vivent plus longtemps que les lions de la savane. Et les lions dans les zoos sont en meilleure santé que les lions de la savane. Évidemment, parce que les lions dans les zoos, ils planifient parfaitement leur journée. Ils savent exactement qui va les nettoyer, qui va leur donner à manger. Ils contrôlent parfaitement leur environnement. Okay ? Qui veut être un lion dans un zoo ? C'est pas logique, je viens de vous expliquer qu'ils vivaient plus longtemps, etc. C'est étrange, hein ? En fait, il y a un truc comme ça, ça s'appelle la vie. Et alors moi, c'est pour ça que j'ai beaucoup d'espoir. Parce que ça, c'est vrai qu'on fait ça depuis très longtemps, mais on confond ce qui est habituel et ce qui est naturel. Ce qui est naturel chez les humains, c'est ça. Vous le faites tous en week-end. En week-end, vous êtes en week-end, qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a ? Vas-y, j'ai rien. Viens, au pire, on peut aller à cette sortie, c'est pas très grave. Viens, je t'appelle David, viens. Il y a une super conférence, la Lions, viens. Vous voyez, on le fait très naturellement. Donc en fait, c'est juste, je pense que vraiment, on a un mouvement de société. J'ai bien aimé quand David a commencé avec changement de paradigme et tout. On se calme. Tout va bien. Irréprochable ! Non, l'idée, on a une chance inouïe, je pense, nous aujourd'hui, humains, c'est qu'on a effectivement un mouvement du monde qui nous invite à nous connecter au réel. Pour ça, il y a une grande clé, j'espère que vraiment vous l'avez saisie, c'est la notion du modèle mental, qui est la base du rapport de l'humain
avec le réel. Si vous vous saisissez de ça, et que vous arrivez à chaque fois à décrypter les situations avec cette clé de lecture et cette action, et je vous ai donné des moyens pour trouver des alternatives, je pense que vraiment, vraiment, on va s'extraire de cette situation de blocage et on va retrouver le mouvement. Et le mouvement, c'est la vie. Donc maintenant, c'est à vous de jouer. Cette conférence, franchement, elle sert absolument à rien. À rien. Non, mais c'est vrai, parce que le nombre de conférences qu'on fait, on ne se rappelle plus de rien. Enfin, je dirais enfin, même 2 mois, même pas 2 mois, je pense que vous allez... Ah oui, il y a une fille, c'est marrant, elle a changé de micro 3 fois. Si ça vous parle, hein, s'il y a un truc dans la conférence, je dis, ah tiens, c'est quand même intéressant, tiens, pourquoi pas. La seule chose que vous devez faire, c'est de pratiquer. OK ? Qui se lave les dents tous les matins ? Oh, c'est bien. Il y en a qui n'ont pas levé la main. En fait, j'ai une amie qui a une terrible infection des dents. En fait, c'est génial de se laver les dents tous les matins. Ça a l'air de rien, hein, mais c'est vraiment en termes de santé. C'est un effet colossal. C'est vraiment majeur de se laver les dents. Donc, ça a l'air de rien de se laver les dents tous les matins. Les modèles mentaux, c'est pareil. C'est-à-dire que si tous les jours, vous vous astreignez, mais vous le faites dans votre étude, mais je vous le souhaite aussi de le faire avec votre femme, votre mari, vos enfants, les gens dans le métro... à se dire à chaque fois, tiens, c'est marrant, mais c'est quoi mon modèle mental sur la situation ? Mais tiens, c'est quoi le modèle mental qu'on partage au niveau de l'humanité, etc., etc. Vous allez, certes, voir votre impuissance sur les modèles mentaux, mais en contactant votre impuissance, vous allez contacter votre réelle puissance. Là où vous pouvez vous arracher à votre manière répétitive de fonctionner sur les collaborateurs, sur les notaires, etc. et tenter plein d'autres choses. Et donc, ça peut devenir vraiment, vraiment vaste. Voilà ce que je voulais vous raconter. Le livre, il est là et je suis ouverte aux questions. Merci beaucoup. Alors... ça vous fait quoi, les modèles mentaux ? Allez, s'il vous plaît, vous me dites. Hein. Allez. Ceux qui en avaient déjà entendu parler, alors. Vous voyez, quand je vous dis sur les collaborateurs, ça résonne un peu en vous par rapport à des situations inextricables que vous pouvez vivre ? Vous voyez ? L'idée, c'est qu'il faut arrêter d'être dans le truc « oh là, c'est le bordel, tu vois, on ne peut rien faire », ou le déni, ou c'est vraiment... Vous avez la capacité d'agir. Et vous êtes quand même dans une fonction... Enfin, moi, je trouve ça génial ce que vous vivez. Hein. Mais je voulais juste dire un truc. Elle est où David, il est là, mais elle est... Julie, c'était génial, parce que quand on a parlé avec Julie, comme Julie elle est notaire et tout, donc je dis raconte-moi leur réalité, moi j'ai besoin de mieux sentir. Je peux partager, Julie, ce qu'on a vécu ensemble. Et donc Julie m'explique votre réalité, avec beaucoup de passion, on dit c'est dur pour eux, il faut les aider, parce que ça, et ci, et ça. Je dis, ah oui, d'accord. Voilà. Et dis-toi, c'est vraiment spécifique à nous, ça et tout. Et à la fin, je fais, ouais, Julie, tout le monde en raconte la même chose. Et c'était mignon, parce que j'ai senti une Julie qui fait, oh ben nous c'est différent. C'est beau parce qu'elle est notaire, parce qu'elle vous aime, parce qu'elle a cette identité, parce que, vous voyez. Et donc, mais vous gourrez de sujets. Vous gourrez de sujets. Il n'y a rien de spécifique dans ce que vous racontez. Par contre, oui, vous avez une identité magnifique. Moi, je trouve ça extraordinaire, votre métier. Vous deviez être fiers de l'héritage, de la lignée, cette notion de transmission. Enfin, il y a des choses magnifiques dans votre métier, mais s'il vous plaît, ne vous perdez pas dans les trucs de management à la con. Hein. N'allez pas prendre les formations que tout le monde sert dans les grandes organisations, qui ne servent à rien. Hein. Il faut que vous plongiez dans qui vous êtes et que vous soyez fiers de qui vous êtes. Et de cet endroit de fierté et de reconnaissance, c'est à partir de là qu'il faut que vous parliez. Moi, quand j'étais petite, j'étais très très grosse. Ce qui était un problème en termes de santé, d'accord ? Donc on me dit, il faut que tu maigrisses, et je ne maigrissais pas. Et puis un jour, il y a un médecin qui me regarde, il me fait, t'es très jolie, Béatrice. Et je me suis mise à maigrir. Ce qui est con, parce que j'avais plus besoin de maigrir, parce que j'étais jolie. C'est le paradoxe de toutes les organisations humaines. Tant qu'on va vous expliquer que vous êtes con, nul, que c'est pas possible de rester comme ça, etc., il va se passer tout le contraire. Vous avez tout Semmelweis, d'accord ? Le jour où vous allez honorer qui vous êtes, c'est ce que fait Lions en respectant, en créant une activité dédiée à vous, en fait,
Parce que vous êtes spécifique, c'est vrai. Julie a raison, mais pas parce que vous galérez à plus comprendre vos collaborateurs, parce que ça, c'est le cas de tout le monde. Par contre, vous avez une identité profonde, soyez fiers de ça, mais essayez de le rendre explicite. Et quand vous parlez aux gens que vous recrutez, essayez de dire vraiment c'est quoi qui est spécifique chez les notaires. Okay, l'identité profonde, les modèles mentaux des notaires. Hein? Bon, je fais les questions et les réponses, très bien. Réaction, question, doute. Merci. Oui, micro. Merci. On prend le cas du collaborateur qui part à 18h alors qu'il y a une signature le lendemain matin à 8h, qui n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est quoi les réponses derrière ? À part il se fout de moi. Non, parce qu'on a. Voilà, mais concrètement. Non, mais reposez bien la question et puis surtout, alors sachez un truc incroyable, c'est pas moi qui vais répondre à la question, nous allons y répondre tous ensemble. J'ai tendance à tutoyer, pardon. Tu peux reposer la question pour que tout le monde entende bien ? Quelle est, en creusant au fond de nous pour ne pas prendre la solution la plus simple de il se fout de moi, les collaborateurs aujourd'hui ne veulent plus bosser. Quand il part à 18h, clairement il y a une signature, je sais pas, à 9h du matin et qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour la signature du lendemain. C'est quoi l'autre champ du possible de il se fout de moi et je fais quoi par le virer en fait? Moi, ce que j'adore, c'est que l'autre champ de possible, c'est parce que ça, c'est une vérité, c'est vrai. Des réactions, quelqu'un veut lui répondre. Moi, évidemment, j'ai une réponse à apporter, mais quand elle dit ça, qu'est-ce que vous avez envie de... Est-ce que lui, ce n'est pas non plus que tu te fous de lui en lui laissant, Excellent. ça juste avant Bah, ça dépend quand est-ce que je lui ai demandé en fait. J'ai pas dit que je lui avais demandé à 17h. Si ça fait 15 jours qu'il sait que la signature est le lendemain à 9h. Regarde sa réponse. Non, Ce qu'il essaye de faire, très gentiment, c'est de t'amener une perspective différente. J'ai pas précisé le timing, effectivement. Non. Quand j'ai demandé. Ce qu'on essaye, le grand enjeu, c'est quoi? Quand toi, tu te dis ça, d'accord? Franchement, moi, je suis épatée si un humain arrive à savoir exactement, si moi, j'arrive à savoir exactement ce qu'il y a dans ta tête, et que j'arrive à donner du sens de manière certaine sur le fait qu'elle croise les bras et qu'elle croise les jambes et que derrière... Non. Heureusement, c'est la beauté de l'humanité. Donc, tu connais bien tous ces films, toutes ces histoires. Tu ne sais rien de la vie de ce collaborateur. Est-ce qu'à ce moment-là, sa femme vient de l'appeler en disant « je te quitte » ? Tu ne sais rien. Donc, moi, la seule chose que tu sais, c'est que tu ne sais pas. Par contre, maintenant, c'est génial. Bravo à toi et merci pour ta question. Tu sais que tu as un truc un peu épidermique. Et ce qui est normal, parce que j'ai bien compris ce que vous viviez. Non, mais j'ai schématisé. Non, mais bien sûr. Et donc, tu peux te regarder, déjà, toi. Tu peux te regarder, d'accord ? Tu peux te rappeler de sa perspective. Moi, je me rappelle toujours des cas extrêmes. On dit, voilà, on ne sait jamais ce qui se passe, etc. Et c'est juste un moment, au lieu de... Si tu pars vers lui pour lui parler avec ce truc, putain, il se fout de ma gueule, etc., ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Si je pense quand elle croise les doigts et qu'elle s'en fout complètement de ce que je raconte, je ne vais pas la regarder. Tu vois, j'ai complètement ignoré, après, je n'irai pas lui parler, etc. Puis après, elle va me dire, elle n'est pas très sympa, Béatrice. Et pam ! Il s'est passé exactement ce que je pensais qu'il se passe. Mais c'est moi qui l'ai créé. Pardon, concrètement, Si la réaction, c'est quoi? La bonne réaction. Ouais. En concret, premier truc, c'est chiant, hein, c'est très concret. Le premier truc, c'est de te regarder toi, d'accord? C'est de dire, oh putain, ça y est, je suis reparti en vrille. Ouh là, je vais me le taper. Ok. Et là, tu régales, tu souris. Tu trouves ta technique. Tu respires, tu regardes le soleil, tu fais ce que tu veux, d'accord? Ou tu te sens en capacité de le gérer en live, d'accord? Ou tu dis, attends, j'attends un chouille, etc. Puis je me rappelle qu'éventuellement, il y a plusieurs lectures à une même situation, d'accord? Je me rappelle l'échiquier, où j'étais sûre que c'était pas la même couleur. Et boum, je me suis plantée. D'accord? Donc déjà, 1, tu dis oulala. 2, tu te dis, c'est quoi ton intention? J'imagine que ton intention, c'est que la personne soit engagée dans ton étude, qu'elle bosse, etc. Est-ce que c'est utile de lui dire, mais non, putain, etc. Rappelle-toi. Non, tu le sais. On est tous des gens intelligents. Voilà. Donc l'idée, c'est 1, le prise de recul en se regardant soi. Putain, qu'est-ce que je me raconte, etc. Niveau individuel. Après, je dis, outan. Moi, au niveau de mon étude, oulala, moi je sais que je veux ça. Je sais que c'est pas utile si je lui fonce dessus. Ok, donc je vais aller le voir en lui donnant un espace. Hier, voilà, je m'excuse, t'es parti à 18h, tu sais, le truc et ça. Raconte-moi juste, toi, comment tu l'as vécu. C'était quoi un peu ton contexte? C'est pas moi qui ai rigolé là, c'est tout moi. Pour lui laisser le temps de lui donner sa perspective. Et là, il te dira ce qu'il te dira. Mais essaye d'écouter en disant, écoute, ça peut être ça. Etc. Et après, l'idée, c'est juste de trouver un espace d'action. Au lieu, ce qui est sûr, c'est que c'est direct lose-lose. Si tu pars en étant certaine que forcément il se fout de ta gueule, c'est ce qui va se passer.
Donc ça, c'est sûr que c'est lose-lose. L'enjeu là, c'est juste de se dire, essaye d'avoir en tête qu'il n'y a pas de vérité absolue éternelle et qu'il y a plein de possibles. Et pareil, tu peux... Les modèles mentaux de l'humanité, on voit bien ce qui se passe. On voit bien que tout bouge, etc. Donc on voit bien qu'on n'a pas d'autre choix que de s'arracher à nos habitudes. Alors au lieu d'en souffrir, des putain, c'est pas possible, dire bon, comment on peut se réinventer ensemble et avec lui voir qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour que tout le monde y trouve son compte en fait. Donc, quand David a présenté dans des techniques de management, moi j'ai toujours cherché la baguette magique. Hein. Tu sais, le truc génial, on te donne et c'est fini. Franchement, ça n'existe pas, quoi. Vraiment pas. Moi, j'essaye juste de vous aider à décrypter ce qui se passe. Et si déjà vous arrêtez, de faire du mal, ce serait extraordinaire, avant de vouloir faire du bien. C'est-à-dire, si faire du mal, c'est je me fais une idée avant même de savoir ce qui est, et j'y vais direct. Et en général, c'est catastrophique pour vous et pour eux, en fait. Voilà. Donc, et c'est ce qui fait qu'on est tous bloqués. Si, grâce à ça, vous trouvez un tout petit espace avant de partir comme ça, dire oh là là, une fois de plus, je suis reparti dans mon histoire qui est oh là là, ils sont pas loyaux, etc. Et je sais que si je fais ça, je vais le générer. Donc c'est un jeu perdant, 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 perdant. Mais pas facile, hein, je sais bien. Et merci pour. Le matin, on fait quoi? Après. Quand il revient au boulot le lendemain, on se dit ok, il avait sûrement une bonne excuse. Il avait sans doute une très bonne excuse, ou alors il trouve qu'il est débordé, etc. Donc on fait quoi? On va le voir, on lui dit pourquoi est-ce que hier soir t'as pas pu rester, ou qu'est-ce qui aurait fait qu'on aurait pu signer dans de bonnes conditions ce matin? C'est ça qu'on fait concrètement? En fait, tout le terme rester, mais ça veut dire donc Ah bravo. dans le schéma intellectuel, c'est de se dire qu'il devait rester, donc plus que le temps où il est censé être là. Dans le verbe même rester. Alors, c'est très fort ce qu'elle fait, merci infiniment, bravo, parce que les mots sont des incrustations de modèles mentaux. Donc là, c'est ce qu'elle vient de faire sur rester, voilà, c'est vachement intéressant. Donc oui, et donc c'est là où c'est difficile, mais c'est quand tu aurais dû rester, en fait, le travail de nettoyage interne, tu l'as pas entièrement fait, en fait, parce qu'en fait, tu as ton idée, et alors tu l'as pas fait. Voilà. C'est pas facile. Après, moi, ce que j'essaie de vous faire toucher du doigt, c'est que c'est pas pour eux que vous devez le faire, c'est pour vous. C'est pour vous. Parce que le monde est vaste et vous êtes vaste. Alors peut-être que vous vous êtes construit comme ça et que ça a été un magnifique succès pour vous, super, c'est génial. Mais vous pouvez fonctionner de manière plus large, en fait. Sur le côté, qu'est-ce que je fais le matin? Tu peux essayer de reprendre les 5 principes que j'ai évoqués, d'accord? Tirer parti de la surprise au lieu de dire putain ça se passe pas comme je veux, c'est-à-dire bon alors qu'est-ce que j'apprends de cette situation, essayez ça. Après le côté mais qu'est-ce que je fais le lundi matin? L'idée c'est un mouvement, on est tous en train d'essayer de progresser, voilà. Donc tu vas pas progresser en une action avec une situation. Par contre tu peux te poser une intention. Donc je ne sais pas si ça fait sens pour toi. Si systématiquement c'est régulier et puis en général ça part en tension, et ben au moins se poser l'intention de dire voilà, moi pendant 1 mois, je veux essayer de pratiquer et de m'arracher à ce truc systématique qui est de me dire oh vraiment ils sont pas loyaux par exemple. Et tu pratiques et tu regardes ce que ça donne. C'est comme dans l'éducation des enfants. Si tu penses que ton enfant il est con, il devient con. C'est comme ça. Bon, bref, ça parle à quelques-uns. Autre question? Réaction? En place, donc d'essayer de maîtriser ce que vous venez de nous expliquer, mais en face, on a des gens qui n'ont pas forcément accès à ça. Donc, on va essayer de le faire, de réagir autrement, et en face, on risque d'avoir un collaborateur qui va répondre j'ai trop de boulot en ce moment, je suis débordé, j'en peux plus. Bon, ok. Donc, le travail, on peut le faire. En face, on a toute une panoplie de caractères et de profils différents, et voilà, on risque de se heurter et de se décourager, donc, et de dire bon bah je reviens à ma méthode antérieure, de dire voilà. J'adore votre question. C'est bon pour tout le monde. Elle dit moi j'ai envie si je pratique etc. Le fait est que ils n'ont pas fait la formation. Alors donc moi je forme
en général plutôt des dirigeants et plutôt des grands groupes. Et alors, ce qui est génial, c'est que quelles que soient les personnes que je forme, à chaque fois, on me fait « mais t'as formé mon chef ?» Et je trouve ça génial, parce que même quand c'est tout là-haut, je suis « oui, bah, attends, oui, d'accord. » La réponse. Moi, pourtant j'ai écrit un livre dessus, je trouve pas ça très compliqué ce que j'ai raconté. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est très, très naturel chez les humains. La vie est belle de Benidi, c'est quand même extraordinaire. Il joue avec les modèles mentaux, il fait croire à son enfant que quand même le camp de concentration, c'est un jeu, d'accord ? Donc la notion de jouer avec les représentations mentales, c'est quelque chose d'extrêmement évident pour nous humains, d'accord ? Donc si vraiment, et c'est le cas, je prétends pas l'avoir fait, mais si tu as trouvé une clé qui ah tiens c'est intéressant comme perspective, c'est vraiment ça. Tu peux l'emmener dans ton étude, tu vois. Tu peux réunir et dire tiens c'est marrant, il y a un bouquin que j'ai lu qui est intéressant, c'est une perspective intéressante. C'est tu veux dire tiens comment on regarde les choses en fait. Et je viens d'avoir un insight par exemple que pour moi la loyauté est forcément liée au temps de travail. Plus tu restes longtemps, plus tu es loyal. C'est peut-être pas une vérité absolue et universelle, mais et tu peux le dire si c'est le cas. J'avoue que moi, je pensais que c'était une vérité absolue universelle. Mais je serais hyper heureuse qu'on discute ensemble de vous, que ça représente quoi pour vous la loyauté ? Ah, c'est marrant quand tu dis loyauté, parce que pour moi, loyauté, en fait, c'est de respecter les valeurs de l'étude, l'honnêteté. Ah, d'accord, ok. Et toi, ça veut dire quoi, loyauté ? Et là, poum ! Oh, c'est marrant. Vous voyez, par exemple. Donc, ça peut devenir... donc, tu peux le ramener, moi je trouve sans trop de difficulté, la puissance, je sais que ça a l'air de rien et je comprends complètement vos réactions, mais la puissance du langage, on n'a pas de mots en fait pour parler de ça. Moi, ce qui se passe dans les organisations, c'est souvent de faire « Ah ben oui, c'est évident, mais c'est vrai que je ne savais pas comment le nommer. » On n'avait pas de mots en fait pour le dire. Donc ne serait-ce qu'au lieu de se dire « Ah putain, mais pourquoi il part, etc. » dire « C'est quoi son modèle mental en fait ? Qu'est-ce que lui, il se raconte, en fait ? Rien que ça, c'est énorme. Hein. Rien que ça. Et pareil avec vos clients ou l'État. Mais attends, mais waouh, qu'est-ce qui circule ? Qu'est-ce qu'on se raconte de nous, en fait ? Et comment on peut agir dessus ? Et rappelez-vous, c'est tout à fait possible. Regardez, jamais je prendrai un taxi, donc c'est possible. C'est pour rebondir sur cette situation de ce qu'on dit le lendemain. Moi, j'essaye, dans la mesure du possible, de faire ce qu'on appelle la communication non violente et d'aller voir la personne en lui disant il y a eu un rendez-vous, le dossier n'était pas prêt, ça m'a mis dans une situation difficile, voilà comment je l'ai vécu, j'aurais aimé que tu m'en parles ou que tu m'expliques pourquoi tu n'as pas pu aller jusqu'au bout, est-ce qu'on peut en parler ? Et en fait, essayer de dire ce que moi j'ai ressenti et sans présager de ce que lui a voulu faire et que ça m'a mis dans une situation difficile et que j'aurais bien aimé et que j'aimerais bien que ça ne se reproduise plus et qu'on trouve des solutions ensemble pour pas que ça se reproduise. La CNV, c'est exactement ça. La CNV, c'est exactement ça. C'est partir des faits et donner sa représentation, mais bien être conscient que tu n'es pas en capacité d'avoir celle des autres. Pour moi, la difficulté, en fait, c'est plutôt que quand il y a face à soi 5-6 personnes, en fait, ça marche plutôt bien parce qu'en fait il y a une notion un peu d'affect, on peut rentrer plus facilement dans le monde de chacun, mais face à 20 personnes c'est pas du tout la même chose, il n'y a pas le même temps à consacrer à chacun, c'est pas du tout le même processus. Donc je pense que c'est là où j'ai l'impression qu'il y a une certaine limite, c'est que ça me semble tout à fait applicable sur un certain nombre de personnes et puis passer un certain stade. Alors soit il y a effectivement une structure en pyramide avec d'autres personnes mais qui ont la même formation, la même capacité à faire ça. Mais il y a un petit truc là, à mon avis, qui est pas évident à mettre en place. Alors c'est marrant parce que justement, la notion de modèle mental individuel, donc comment toi tu regardes les choses et comment moi, ça parle bien. C'est marrant parce que justement, moi ce que je trouve très puissant, c'est les modèles mentaux collectifs. Rappelez-vous de l'exemple des cigarettes, d'accord ? Ou Uber, jamais je pense, ok ? Moi, je travaillais dans une entreprise, donc on pourrait faire pareil pour les études de notaire, mais il s'avère que dans cette entreprise, ce qui était normal, ils géraient des risques. Et il y avait une pensée très forte qui était si tu challenges ton boss, c'est l'anarchie. Donc, il ne faut pas challenger son boss. Et c'était hyper intelligent de penser ça. C'est ce qui avait fait le succès de cette entreprise, etc. Mais tout le monde partageait ça, en fait. D'accord ? Et quand je dis tout le monde, je parle de 200 000 salariés. Hein. Et donc, c'est tout le contraire. C'est-à-dire que quand tu arrives à saisir la notion des modèles mentaux, pas uniquement au niveau individuel,
mais au niveau collectif, c'est-à-dire dans ton étude, il y a une manière de se représenter la loyauté, le travail, le succès, la réussite, etc. Et le jour où vous arrivez à rendre ça explicite et arrêter d'être piégé dedans, c'est l'ensemble du système et donc tout le collectif qui bascule. D'accord ? C'est ce qu'a fait Airbnb, hein. C'est ce qu'a fait Uber. Donc, je vois bien dans ta question que tu as parfaitement saisi la beauté de la dynamique du modèle mental individuel, et donc tu l'as très bien illustré avec la CNV. Ce que moi je vous souhaite, c'est de comprendre l'intrication des 3 niveaux. C'est qu'il n'y a pas que le modèle mental individuel, il y a des histoires qui circulent dans ton étude. Donc tout le monde se raconte un truc sur la loyauté. Voilà. Et le fait, au lieu de le subir et de dire, parce qu'il vit mal le fait qu'à chaque fois qu'il part à 18h, il est regardé de travers, et donc ça devient de la défiance, comme moi qui ne veux pas maigrir. D'accord ? Pour très mauvaises raisons. Et donc tout le monde perd dans l'histoire. Et le jour où à un moment vous posez ce respect de la tâche, etc., et que vous le recontextualisez avec l'histoire historiquement et socialement construite de la fonction de notaire, eh bien peut-être qu'il va avoir accès au sens de tout ça. Et peut-être qu'il aura envie de contribuer à ça. Voilà. Mais là, le problème, c'est que souvent, ce que je sens de vous, et de beaucoup de personnes, c'est qu'il y a des gens qui sont été construits historiquement et socialement comme leur fonction, et sauf que là, ils recrutent des gens qui n'ont pas eu cette construction sociale et historique, et donc qui n'ont pas les racines que vous avez, vous. Mais c'est votre responsabilité de partager ces racines. Ok ? Et au lieu de leur dire, bah, fais comme ça, mais oui, mais lui, il n'a pas la source. Vous l'avez, pas lui. Donc la plus belle des choses, souvent on dit, il faut donner du sens, il y a un problème de sens, il n'y a pas de problème de sens. Personne ne va donner un sens à quelqu'un, c'est nous les humains qui créons le sens avec les modèles mentaux. On est des malades de sens. On cherche le sens à tout prix et on le crée. C'est la beauté des humains. Donc le truc, votre job à vous, c'est de donner un sens. Pourquoi vous bossiez nuit et jour? Pourquoi ça faisait du sens pour vous? Parce qu'il y a votre fonction, etc. Mais peut-être que pour lui, ça va prendre d'autres formes. Laissez-vous surprendre par eux. Laissez-vous surprendre. Faut pas figer en fait, parce que la vie n'aime pas, et c'est loose pour tout le monde. Donc je comprends, c'est dur, comme Semmelweis, parce que vous vous êtes construit comme ça, et donc c'est devenu une vérité. Ce n'est pas une vérité, et c'est une bonne nouvelle pour vous et pour eux. Donc le collectif, pour répondre à votre question, bravo, vous avez bien saisi individuel. N'oubliez pas de regarder ça à un niveau collectif. Parce que là, pareil, c'est ce que font les entrepreneurs. Quand on pige un modèle mental collectif, c'est le meilleur moyen pour faire basculer tout un système, en fait. Tous les mouvements sociaux, tous les bouquins sur les grands mouvements sociaux politiques, notamment, c'est ce que je vous ai raconté. Hein. Pareil. Donc vous avez main. Et il faut être indulgent avec vous. Hein. 1 heure de conf, vous n'avez pas lu le bouquin, etc. Donc là, l'enjeu, en tout cas, moi, ce que j'essayais de faire, c'est de vous donner envie, voilà, au moins de regarder le sujet, de dire, oh tiens, ça me parle pas, qu'est-ce que je peux en faire, etc. Peut-être dans votre étude, ne serait-ce qu'à titre personnel, déjà, si vous pouvez vous en emparer, c'est chouette, quoi. Quand il vous arrive un problème dans le métro, etc., déjà, oh tiens, comment je lis l'histoire, ok. Il y a d'autres questions par rapport à ça, de réaction? David? Julie? Ben merci beaucoup, merci à tous. Merci beaucoup Béatrice pour ce partage. Je pense qu'on peut l'applaudir, merci. Si certains d'entre vous, vous faites des trucs, vous tentez des choses, vous n'hésitez vraiment pas à m'écrire, c'est un bonheur. Plein de gens qui pratiquent, qui disent j'ai fait ça, ça a marché, formidable. Ou si vous avez des questions, etc. Vraiment, je serais toujours ravie de vous répondre. Et alors moi, le livre de Béatrice, c'est un livre qui m'a beaucoup parlé. Donc avec Julie, c'était important pour nous. On a acheté un paquet d'exemplaires et on voulait vous les offrir. Voilà, donc en partant, c'est nos dragées de la fin de la soirée. Vous pouvez prendre avec un Mars aussi. Qu'est-ce que je dis, un Mars? Un lion, mon Dieu, qu'est-ce que je dis? Je deviens fou. Et donc maintenant... Avant ça, on vous propose de vous restaurer, puisque nous avons un buffet qui va vous permettre de discuter de ce thème entre vous. Voilà. Merci. Merci à vous.